Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'école du futur, ravi de vous retrouver. Voici le programme du jour. D'abord, c'est notre focus et c'est notre influenceur du jour. Avec l'essor des plateformes numériques, impossible bien sûr de passer à côté des vulgarisateurs sur Internet. Et impossible donc pour nous aussi de ne pas vous présenter celui qui pourrait bien être le plus grand vulgarisateur d'histoire sur le web. Il est français et nota bene est notre focus du jour. Et puis il a une idée derrière la tech et il est avec nous en plateau. Bonjour Alexandre Azria. Bonjour Philippine. Ravi de vous retrouver. Quel va être l'objet de votre chronique aujourd'hui? On parlera de Poolside, une start-up qui utilise l'intelligence artificielle pour le développement logiciel. On en parle avec vous dans un instant. Et puis c'est notre grand sujet du jour aussi. La fête de la science démarre dans quelques jours. L'occasion pour nous de revenir sur ces actualités qui agitent le secteur, parler d'inclusion, de diversité et bien sûr du programme qui nous attend un peu partout en France. L'objectif, c'est célébrer la culture et les métiers du monde scientifique. Et on va en parler justement avec notre invité Thibaut Valette. Bonjour. Bonjour Philippine, bonjour Alexandre. Bonjour. Ravi de vous avoir sur le plateau. Vous êtes chargé de mission sciences, culture et société à la Sorbonne. On va parler tout ça avec vous dans un instant, juste après le focus. Il vient de passer le cap des 2 millions d'abonnés sur sa chaîne YouTube. 7 ans après avoir publié sa première vidéo, nota bene de son vrai nom Benjamin Briot est le vulgarisateur histoire et mythologie que vous devez connaître. Chacune de ses vidéos est un vrai succès. Alors on va essayer ensemble de comprendre pourquoi justement avec Jean Martineau aujourd'hui. Mes chers camarades, bien le bonjour. Il s'appelle Benjamin Briot et si son nom ne vous dit rien, c'est peut-être que vous le connaissez sous le pseudonyme de Nota Bene. Benjamin se lance sur YouTube en 2014 et on peut dire que sa réussite sonnait comme une évidence. Passionné d'histoire et d'audiovisuel, il allie ses deux passions pour produire du contenu qualitatif et divertissant. Avec la guerre qui vient, il faut aussi arriver à unifier les Français de toute tendance religieuse ou politique, de gauche comme de droite. Un mouvement est donc créé pour faire cause commune. Les leaders politiques, les chefs religieux et les responsables de syndicats se mettent d'accord pour siffler la fin de la récréation. C'est ce qu'on appelle le mouvement de l'union sacrée. Et ce mot n'a pas été choisi pour rien. Le devoir national essaye de se placer au-dessus de tous les autres et ça marche. Beaucoup de croyants qui se sentaient marginalisés vont tout faire pour prouver qu'ils méritent d'être français autant que les autres. Malgré le fait qu'il ne soit pas historien, Nota Bene est muni de grandes connaissances. Des connaissances qu'il allie à un travail acharné et l'explosion des chaînes éducatives durant la même période, l'Essonien ne tarde pas à franchir le gros cap des 100 000 abonnés sur la plateforme. Malgré cette ascension, Nota Bene garde les mêmes objectifs et convictions. Il veut réunir des publics différents autour d'une même passion, attirer les gens avec des figures qu'ils pensent connaître et aller à l'encontre des idées reçues. Aujourd'hui, à plus de 2 millions d'abonnés, Benjamin reste humble sur son travail et se décrit simplement comme un complément d'études. Alors, ce qui est sûr, c'est que c'est compliqué pour moi d'avoir un discours sur l'éducation et à l'histoire dans le milieu scolaire, parce que moi, j'y suis plus maintenant, je suis un peu extérieur, même si j'ai des enfants et que je vois un petit peu comment ils apprennent l'histoire à l'école. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est mon boulot à moi, c'est pas d'être prof. Je suis pas là pour les remplacer, mais il y a une démarche qui est complètement complémentaire. Et donc, j'ai beaucoup de professeurs qui me disent, c'est vrai qu'on a utilisé ces vidéos qui parfois sont un peu fun, un peu plus distrayantes. Il y a une forme qui attire un petit peu plus les jeunes, en amorce ou en continuité finalement d'un discours qu'on peut délivrer à l'école. On leur dit allez regarder la vidéo de Nota Bene et puis on va la débriefer ensemble en cours, ou justement à la fin on n'a pas pu tout voir, allez voir la vidéo de Nota Bene et vous en saurez un petit peu plus. Donc moi je suis très fier aujourd'hui qu'il y ait cette continuité et surtout cette complémentarité avec les professeurs. Aujourd'hui vulgarisateur historique le plus connu du YouTube français, Nota Bene ne se repose pas sur ses acquis. Sa chaîne YouTube est plus qu'active avec une cadence de 2 à 3 vidéos par semaine sur des thèmes assez variés. Lorsque les humains développent l'agriculture, notamment dans le croissant fertile au Moyen-Orient, le stockage des grains devient un problème essentiel. Comment les protéger contre les rongeurs? C'est là qu'entre en scène le chat sauvage d'Afrique, aussi appelé chat ganté. Moins farouche que ses cousins européens, c'est sans doute de lui que descendent nos matous. Et c'est lui que les premiers paysans ont laissé peu à peu pénétrer leur espace domestique pour protéger le fruit de leur récolte contre les souris.
Durant les fouilles d'un village agricole néolithique retrouvé à Chypre, une équipe du CNRS a ainsi découvert au début des années 2000 divers restes de renards, de chiens, de chats datant du 8e millénaire avant notre ère, prouvant bien que les félins étaient déjà utilisés comme compagnons, mais aussi comme nourriture et comme source de fourrure, comme le chien d'ailleurs. Celui qui avait commencé YouTube en étant au chômage a su gravir les échelons et est aujourd'hui reconnu pour la qualité de son travail. Salut. Du 4 au 14 octobre sont proposés de nombreux événements gratuits et partout en France pour célébrer la science. Des professionnels qui partagent leurs recherches, des expériences, des ateliers et des belles découvertes aussi sont au programme tout autour du territoire. Et c'est l'occasion aussi de créer peut-être, on va le voir, quelques vocations. On en parle tout de suite avec notre invité dans la première partie du talk. Et donc aujourd'hui à nos côtés en plateau pour en parler, Thibaut Valette, je rappelle que vous êtes chargé de mission sciences, culture et société à la Sorbonne. Alors la fête des sciences, est-ce que déjà c'est quelque chose de nouveau? Quelle est son origine? Et puis qu'est-ce qui se passe là actuellement dans les prochains jours un peu partout en France? Alors, la Fête de la Science a été créée au début des années 90, la première édition en 92, par l'impulsion du ministre de l'époque de la Recherche, Hubert Curien. Et ensuite, elle s'est développée un peu partout en France, dans différents endroits, comme les universités, comme ce qui deviendra un petit peu plus tard Sorbonne Université. Et pour notre cas, elle a permis de créer un véritable village des sciences au sein du campus Pierre-Marie Curie de Sorbonne Université à partir de 2013. Et nous en sommes du coup à la 11e édition sous ce format-là. D'accord. Et voilà, c'est ce que je peux en dire pour le moment, sachant que Sorbonne Université, chose importante, et qui a été créée en 2019, et qu'elle rassemble 3 facultés, une faculté des lettres, une faculté des sciences et ingénierie, une faculté de santé, et que notre mission au sein de la direction dont je fais partie, qui est la direction des relations sciences, culture, société, est de promouvoir l'ensemble des composantes de ces différentes facultés et l'ensemble de la communauté de recherche de Sorbonne Université. Alors justement, on va en parler dans un instant. D'abord, cette fête des sciences, elle s'adresse à qui? On peut la retrouver un petit peu partout sur le territoire français, c'est ça? Tout à fait, elle s'adresse au grand public, je dirais. On peut avoir des choses proposées à partir du plus jeune âge, comme à partir de l'adolescence, ou pour un public adulte ou familial. Et elle peut être proposée aussi bien dans des médiathèques que dans des universités, dans des centres culturels, des centres de culture scientifique et technique, ou des grands pôles de recherche aussi. Sachant qu'il suffit d'aller sur le site national développé par le ministère qui s'appelle fêtedelascience.fr. Vous mettez votre localisation et vous voyez ce qui se retrouve proche de chez vous. Proche de chez vous, autour de chez nous. Alors cette année, Thibaut, l'événement est consacré au thème de l'océan des savoirs. Pourquoi cette thématique de l'environnement selon vous? Parce que c'est devenu prioritaire pour la science et la recherche de se pencher de plus en plus sur ce sujet? Oui, tout à fait. Alors, je dirais que c'est la conjonction de deux choses. C'est une priorité gouvernementale et en est témoin le fait qu'en 2022, la thématique était sur la transition écologique. Oui, ça s'appelait éveil climatique pour être exact, et que l'océan revient un petit peu plus tard sous le même prisme. En même temps, le titre est assez vaste. Moi, il me plaît parce qu'avec Océan de Savoir, finalement, on peut aussi inclure différents types de sciences et pas uniquement l'océanographie, excusez-moi, stricto sensu. Voilà, c'est l'avantage qu'on a. Après, pour ce qui est de Sorbonne Université, il faut savoir qu'elle s'est dotée, dès sa création, de différents instituts interdisciplinaires, notamment l'Institut de la transition environnementale, d'un côté. Il faut savoir aussi que c'est l'une des plus grandes universités au niveau mondial en termes de recherche en océanographie. Et on a le privilège, si je parle uniquement de Sorbonne Université, parce qu'après il y a l'Alliance Sorbonne Université, mais si je me restreins à Sorbonne Université, elle a aussi 3 stations marines, une à Roscoff, une à Banyuls,
une à Villefranche-sur-Mer. Et nous avons l'opportunité de les accueillir sur le campus à Paris pour qu'ils viennent présenter leurs recherches de terrain d'un côté et aussi leurs activités de médiation, parce que cette année, nous accueillons le Biodiversarium de Banyuls, qui est un centre de culture scientifique et technique qui est ouvert toute l'année à tous les publics. Parce que vous me disiez, Thibault, en préparant cette interview, que le rôle aussi de cette fête de la science, des sciences, c'est de mettre en avant les chercheurs qui aujourd'hui ne sont pas forcément mis en avant, selon vous, assez, ou en tout cas dont on ne parle pas assez. Alors c'est pareil, c'est une question complexe et vaste. Je dirais que on a des chercheurs et des chercheuses qui représentent quelque chose qui est très bien considéré via les différentes études qui ont été faites à travers la population au cours des années, c'est-à-dire la science. La science en elle-même a encore les faveurs du public. Par contre, celles et ceux qui la représentent, un tout petit peu moins, ouais. Ça s'érode. Il y a eu une crise de confiance qui a été assez palpable au moment de la crise Covid notamment. Et il y a la volonté de renforcer les relations entre science et société avec différents dispositifs qui ont été mis en place par l'État, notamment le label Science avec et pour la société, dont on a été labellisé dès la première année à Sorbonne Université, mais comme d'autres, et qui se poursuit avec des projets au plus long terme, et notamment avec un projet de financement là sur 10 ans qui s'appelle Sound, et dont l'un des piliers est l'un des 3 axes est monde durable. Donc on s'inscrit clairement dans la thématique annuelle cette année. Oui. Bon, on a besoin aujourd'hui, Thibault, de vulgariser les sciences, de les rendre justement, vous en parliez un petit peu tout à l'heure, de les rendre un peu plus fun, un peu plus accessibles, plus attrayantes, de changer aussi peut-être notre manière d'en parler, de les enseigner aussi aujourd'hui aux petits. Oui, tout à fait. À ce sujet, Sorbonne Université accueille différentes formations, notamment pour les enseignants du secondaire et du primaire. Je pense à la Maison pour la Science, où il y en a réparties sur le territoire, et celle pour l'Île-de-France et sur le campus Pierre et Marie Curie. Et elle profite, je dirais, d'un pool de chercheurs et de chercheuses extraordinaires pour discuter de différentes choses et proposer un programme de formation qui est inclus dans le programme de formation de l'Éducation nationale. Donc chaque année, il y a des personnes qui viennent. Et par ailleurs, un des professeurs d'université à Sorbonne Université a créé il y a quelques années Prof en fac, qui permet des accueils ciblés sur 3 sujets, et notamment un qui vient d'être créé autour de l'environnement. Voilà, et ce qui permet d'accueillir, j'ai plus les chiffres en tête, mais sans dire trop de bêtises, une centaine d'enseignants chaque année sur différents types de formations. Et ça change tout. Et ça change tout, tout à fait. C'est un délire. Merci beaucoup Thibault. Je vous propose de continuer à en parler ensemble dans un instant. D'abord, on va faire un petit tour du côté de la planète tech. Images et vidéos, c'est le Zap et c'est l'œil de Jean Martineau.
est de retour toujours sur le plateau de l'École du Futur et en compagnie de notre invité aujourd'hui, Thibaut Valette, chargé de mission Sciences, Culture, Société aussi à la Sorbonne. Thibaut, juste avant de reprendre nos discussions, on va laisser place à la chronique d'Alexandre Azria qui a une idée derrière la tech. Alexandre, pour cette chronique aujourd'hui, on va parler de la French Tech. La French Tech qui continue de nous surprendre avec des levées de fonds impressionnantes dans le secteur, notamment de l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, vous allez nous parler d'une start-up qui vient de signer un deal, ce qu'on appelle un deal historique, un contrat. Alexandre, vous allez nous parler de Poolside, c'est ça? Exactement, Philippine. Poolside, c'est une start-up franco-américaine qui vient de lever pas moins de 500 millions d'euros. Vous avez bien entendu, leur objectif, c'est de révolutionner le développement logiciel grâce à l'IA générative. Donc ce montant montre bien l'intérêt des investisseurs pour les solutions basées, comme on l'a dit, sur l'intelligence artificielle et en particulier celles qui peuvent avoir un impact stratégique, notamment sur la technologie et le développement logiciel. 500 millions de dollars, on l'a dit, c'est colossal. Qu'est-ce qui attire autant les investisseurs selon vous vers Poolside? Alors déjà, c'est vrai que c'est un chiffre qui donne le vertige, on va se le dire, mais ce qui rend Poolside si attractif, c'est surtout son innovation dans le domaine du développement logiciel, comme on l'a dit. Donc ils ont développé et créé un assistant intelligent qui utilise notamment l'IA générative pour aider les développeurs à écrire du code plus rapidement et plus efficacement. Donc en clair, en fait, cet assistant va vous permettre de générer des lignes de code, vous suggérer des corrections ou même d'anticiper les besoins des développeurs en temps réel. C'est une véritable révolution pour les entreprises qui cherchent constamment à optimiser leur processus de développement. Mais Alexandre, des outils pour aider les développeurs, il en existe déjà, non? Qu'est-ce qui rend justement Poolside un peu différent? C'est vrai, c'est une excellente question d'ailleurs. Ce qui distingue Poolside, ça va être surtout la puissance de son IA. Donc contrairement aux outils qu'on a actuellement et qui existent, qui sont sur le marché depuis quelques temps maintenant, ils sont souvent limités à des suggestions, des petits bouts de code, alors que l'IA de Poolside, elle est capable de comprendre le contexte global du projet et de permettre de générer des blocs de texte beaucoup plus complexes en s'adaptant au style de programmation notamment de l'équipe. Et comme elle apprend en continu, au plus on l'utilise, au plus elle est efficace. Ça change tout. Alors concrètement, à qui s'adresse, Alexandre, cette technologie? Plutôt aux grandes entreprises, aux startups, aux développeurs eux-mêmes? Alors, Poolside cible pour le coup un large éventail d'utilisateurs, que ce soit des grandes entreprises technologiques aux startups en passant par les développeurs en freelance. Leur objectif principal, ça va être de démocratiser tout ça. Donc par exemple, pour les grandes entreprises, on peut imaginer qu'ils vont venir l'utiliser pour automatiser des processus de code répétitifs, ou pour les startups, ils vont pouvoir s'en servir pour accélérer leur time to market. L'idée, ça va être vraiment de rendre le développement logiciel accessible à tous, peu importe qu'on ait un background technique ou non, au final. Alors, je voudrais quand même qu'on revienne avec vous, Alexandre, un peu sur cette levée de fonds exceptionnelle. Comment vont-ils utiliser ces 500 millions de dollars? Avec cette levée, Poolside, ils ont des plans ambitieux. C'est le moins qu'on puisse dire. Donc d'abord, ils vont continuer à renforcer leur équipe de développeurs et d'experts en IA pour continuer à améliorer leur technologie. Et puis ensuite, ils prévoient de s'étendre à l'international, notamment aux États-Unis et en Asie, où la demande pour ce genre de solution est assez exceptionnelle. Enfin, ils comptent surtout aussi développer des partenariats stratégiques avec des entreprises technologiques et des acteurs de la formation. L'idée, ça va être vraiment de démocratiser l'usage de leur assistant auprès de tous les développeurs, qu'ils soient professionnels ou en formation, comme on le disait. Alors Alexandre, d'ailleurs, ce qui est assez remarquable, c'est que même si cette start-up, je crois, vise les États-Unis et l'Asie, vous en avez parlé, ils ont choisi de garder leur base en France. Oui. Et d'ailleurs, c'est assez rare pour une start-up dans ce domaine-là. Poolside qui a été fondée donc en France, mais par des fondateurs américains. Et malgré l'intérêt des investisseurs internationaux, ils ont choisi la France et de s'implanter ici durablement. Ils voient la France comme un terrain fertile, on va le dire, pour l'innovation, surtout dans l'intelligence artificielle. Et ils développent notamment ce logiciel basé en France avec des chercheurs français, donc ce qui fait quand même la fierté de notre pays. Et je veux bien croire, effectivement. Ça prouve aussi que la French Tech, elle a encore de beaux jours devant elle, et ça c'est important. Alors justement, Alexandre, comment l'écosystème tech français il soutient ce genre de start-up et d'initiatives? L'écosystème français est très favorable aux initiatives et aux innovations technologiques, comme on le sait, notamment grâce à des soutiens publics comme je pense notamment à la BPI France, qu'on connaît tous ici, ou encore des initiatives européennes pour soutenir ce genre de recherche en IA. On a créé ici un environnement assez stimulant pour les startups comme Poolside qui bénéficient aussi, et il faut le dire, non seulement d'un soutien en termes de talent, mais aussi d'un cadre juridique et fiscal
assez favorable. Alors pour finir, Alexandre, est-ce que Poolside a d'autres projets en revue ? Oui, absolument. Poolside, en plus de s'implémenter à l'international, travaille sur des fonctionnalités encore plus avancées pour leurs assistants. Ils veulent notamment intégrer des outils de collaboration pour que plusieurs développeurs, par exemple, puissent travailler sur le même projet en même temps, en temps réel, tout en recevant des suggestions de l'IA. Donc, je vous donne un exemple. Ils peuvent aussi prévoir de rajouter des modules de test automatiques pour que l'IA puisse non seulement écrire du code, mais aussi vérifier qu'il fonctionne correctement, ce qui fera gagner un temps précieux à tout le monde. Ça, c'est sûr. Une start-up française à suivre de près. Donc, merci beaucoup, Alexandre, en tout cas, pour toutes ces infos sur Poolside et bien sûr sur leur levée de fonds. Merci infiniment. Et puis, on va lancer tout de suite la deuxième partie du talk ensemble. Et on ne reste pas très éloigné justement du sujet qui a été abordé à l'instant par Alexandre Azria. On va continuer à parler recherche, technologie, sciences aussi avec notre invité Thibaut Valette. Je rappelle que vous êtes chargé de mission sciences, culture et société à la Sorbonne. Alors on parlait justement en première partie d'interview et d'émission de cette fête des sciences qui a lieu en ce moment. Je voudrais vous parler aussi du rôle des femmes dans tout ça, c'est important. Une étude de l'association Elle Bouge publiée fin septembre et dont nous nous sommes fait l'écho il y a quelques jours ici dans l'émission rappelle à quel point les stéréotypes de genre entravent l'accès des femmes à des secteurs initialement réservés. C'est vrai, dans notre imaginaire collectif, en tout cas au masculin, on a l'impression que année après année, rien ne change. Est-ce que, selon vous, ce domaine des sciences, de la recherche, il est aussi concerné ? Est-ce que c'est un constat, le fait que pas grand-chose qui change, que vous partagez ? Je le partage. C'est assez évident. Je dirais juste que c'est un ensemble de disparités. C'est-à-dire que, typiquement, pour ce qui est de Sorbonne Université, si on prend la faculté des sciences et ingénierie, c'est tout à fait juste. Il y a une sous-représentation des étudiantes, en règle générale. Et aussi, ça se retrouve dans les personnes qui vont ensuite s'engager dans la recherche. C'est l'exact inverse à la faculté des lettres. Mais il n'empêche que quelque chose qui m'avait marqué, par exemple, on a une charte de l'égalité qui a été rédigée pour Sorbonne Université, et l'un des soucis qui a été rencontré par les personnes qui soutiennent ce type de les actions diverses et variées qui sont menées à Sorbonne Université à ce sujet, montre que comme elles sont peu nombreuses, elles sont sollicitées de toutes parts. Et donc ça rajoute à la difficulté de mener à bien les actions. Et ça montre aussi la difficulté de trouver suffisamment de personnes pour les représenter. Cela étant, on essaye, je pense là à la fête de la science, mais aussi plus globalement dans notre direction, de faire en sorte de promouvoir les profils féminins, notamment en sciences et ingénierie. Ça passe par quoi ? De la présentation de rôle modèle, par exemple ? Ça peut passer par la présentation de rôle modèle. On travaille aussi avec différentes associations dont je n'ai pas parlé, et c'est dommage. Mais c'est l'occasion de le faire, allez-y. Des associations étudiantes, aussi des associations qui ont été montées en dehors de l'université par des doctorantes. Je pense à Science for Girls d'un côté, ou STEM for All de l'autre, qui participent cette année et qui vont inviter différentes personnes à différents niveaux de carrière qui vont venir présenter leur parcours aux jeunes. On a aussi des speed meetings en santé et aussi qui présentent les différents projets des instituts pluridisciplinaires de Sorbonne Université. Et où l'idée d'avoir une représentation féminine est là, mais encore une fois, l'une des difficultés, c'est qui et combien. Mais alors du coup, c'est quoi le problème justement ? C'est une bonne question que vous soulevez là. C'est comment on fait pour que science soit aussi synonyme de féminin maintenant ? Alors, l'une des choses qu'on a mises en place à partir de 2023, c'est une mission jeune public qui est menée par l'une de mes égales. Collègues. De mes collègues. Oui, tout à fait. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on est différents chargés de mission, et c'est l'une des chargées de mission qui est chargée de mission jeune public.
qui s'occupe de ça. C'était impulsé par notre vice-président Art, Sciences, Culture, Société, Pierre-Marie Chauvin, et pour créer une université des enfants et des adolescents. Et ça a permis de développer dans la foulée une cartographie qui permette de valoriser l'ensemble des actions qui sont menées au cours de l'année. Et notamment les actions qui sont menées vers les jeunes filles. Par ailleurs, on a de forts liens avec nos partenaires. Je pense à la région Île-de-France et à la ville de Paris, où l'idée, et c'est inscrit dans nos conventions, c'est de favoriser ce type de parcours chez les jeunes filles. Donc on a ce genre de choses. On a le fait d'accueillir justement des enseignants qui, encore une fois, représentent l'enseignement primaire, l'enseignement secondaire, et où ils vont rencontrer différents types de chercheuses et de chercheurs dans différents domaines. Il y a cette volonté-là. On a aussi la création, notamment à la bibliothèque de Sorbonne Université, d'un fonds Mathilda, par rapport à l'effet Mathilda. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas, est-ce que vous voulez bien nous en parler ? Oui, tout à fait. C'est les différentes méthodes volontaires ou involontaires, quoique le involontaire peut être discuté, pour effacer la présence et l'impact des femmes dans la recherche, notamment. C'est plutôt bien trouvé comme nom. Je crois que Alexandre a une question justement à vous poser. J'ai une petite question, surtout pour avoir votre retour sur le terrain. Moi, j'ai l'impression que ça dépend pas mal des sujets. Par exemple, en informatique, moi j'étais à l'université il n'y a pas si longtemps que ça. J'ai l'impression qu'en informatique, il y a quand même eu un tournant et qu'on y voit de plus en plus de femmes. Est-ce que vous voyez ça aussi, que sur certains sujets, il y a beaucoup plus d'intérêt de la part des femmes que sur d'autres ? Alors oui, d'intérêt, oui, et la Fête de la Science le montre bien, c'est-à-dire qu'on a des accueils scolaires qui montrent véritablement la passion que certaines jeunes filles peuvent avoir pour différentes sciences, ou les découvertes, tout simplement, c'est-à-dire qu'elles ne viennent pas forcément avec des a priori, et puis elles découvrent des métiers, différents types de recherches et ressortent avec des idées sur leur orientation. Donc il y a ça. Après, il n'en demeure pas moins que c'est aussi l'après. C'est-à-dire qu'il y a des progrès, et encore, je suis d'accord sur l'informatique, on peut l'avoir aussi en biologie. On a un peu plus de représentation féminine parmi les étudiants, la communauté étudiante. Mais la communauté de chercheurs et de chercheuses, elle, reste faible en termes de représentation féminine, encore. Et c'est aussi l'accès à la recherche par la suite qui progresse, certes, mais pas encore suffisamment pour... ne serait-ce que pour mener, encore une fois, des actions. Vous parliez de rôle modèle, encore faut-il en avoir. Il y en a, mais quand il y en a, on les sollicite énormément, puisqu'il n'y en a pas tant que ça. Et notamment, est-ce que vous pensez que le fait d'avoir Clara Chapaz comme ministre de l'IA et de l'enseignement, enfin, ce ministère qui est rattaché à l'enseignement supérieur, vous pensez que ça joue aussi, le fait d'avoir de rôle modèle Évidemment, et il y a plusieurs associations qui promeuvent ça, ou des fondations, je pense notamment STEM for All travaille main dans la main avec la Fondation L'Oréal, qui a tout un programme de mise en avant des profils féminins dans la recherche, et notamment dans le cadre d'une Olympiade des mathématiques qui a lieu tous les ans sur le campus Pierre et Marie Curie. Donc ça peut fonctionner, ça fonctionne, mais je dirais qu'il faut aussi, alors c'est atroce à dire d'une certaine manière, très rapidement, mais, pardon, je vous en prie. C'est être patient, dans le sens où il faut aussi que ces étudiantes qui commencent à arriver dans les niveaux universitaires arrivent au niveau recherche pour servir de rôle modèle à leur tour.
Et ben voilà, des rôles modèles en tout cas, elles vont rencontrer pendant cette fête des sciences. Et puis je rappelle aussi que le village des sciences de Sorbonne Université ouvre ses portes le samedi 12 et le dimanche 13 octobre prochain. Merci beaucoup en tout cas à vous Thibaut Valette d'avoir été parmi nous aujourd'hui pour en parler. Je rappelle que vous êtes chargé de mission sciences, culture et société à la Sorbonne. Merci aussi à vous Alexandre Adrian de nous avoir accompagnés aujourd'hui. Merci à vous de nous avoir suivis aussi. Et puis vous le savez, on se retrouve comme tous les jours dès demain, toujours à 12h30 et toujours sur School TV. Et d'ici là, passez une très belle journée.